Et salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Laissez-moi baisser un peu la musique. Hop, et mettre mon micro. Mon super micro. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, je ne suis toujours pas vraiment de retour chez moi. Donc on est dans un autre setup. Tout marche pas forcément aussi bien que je l'aimerais. Parce que chez moi, il n'y a plus d'internet. Laissez-moi baisser la musique. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle matinale cyber. On va se mettre un petit jingle pour bien commencer la semaine. C'est parti. Hop. Et on a plein de choses à discuter cette semaine. On va dire que c'est ça le générique de la matinale. Sans bien ce matin. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints, salut à Zetoons, salut à Systemboo, salut à Nuts, Zetoons et Nuts qui sont sur ce chat pour la première fois. Salut à Tix aussi. Désolé pour le redémarrage du stream sur Twitch, c'est parce qu'il y a un petit problème avec le stream sur YouTube. C'est parti, oula. C'est parti pour les titres de cette matinale. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire comme la semaine dernière, de regarder les chiffres, les titres qui sont vraiment plus importants que les autres. Et on va les rappeler à 9h et à 9h30 potentiellement en fonction de là où on en sera dans la matinale. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Nickel. Ce dont je vous propose de parler cette semaine. D'abord, on va parler évidemment du chiffrement RSA. Est-ce qu'il est cassé? Est-ce que c'est la fin de RSA? Spoiler alert, non. Le but de cette matinale, vous le savez, c'est d'essayer d'avoir un petit avis nuancé et constructif sur les différents avis. Ensuite, on va parler des 390 millions d'euros d'amende pour Facebook, as known as Meta, par la CNIL irlandaise. Et en fait, il y a beaucoup de choses à dire derrière parce que au-delà de l'amende record infligée par la CNIL irlandaise, en fait, il y a un bras de fer entre la CNIL irlandaise et la CNIL des CNIL, qui est l'organisme européen. Et donc, on va en parler un petit peu, et de ce bras de fer qui est aussi très intéressant. On va parler de l'attaque sur Slack, qui les attaquants auraient accédé au code source. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu sur Okta il y a quelques mois. On va parler un peu plus de ce que ça représente, quels enjeux. La quatrième news que je voulais mettre en avant, c'était Vincent Strubel, nouveau président de l'ANSSI. La semaine dernière, on avait salué Guillaume Poupard, et ben maintenant, on salue l'arrivée de Vincent Strubel. On va voir un peu son profil, son parcours, et ce qui peut apporter les challenges peut-être de l'ANSSI aussi, que l'ANSSI doit gérer. Enfin, on va discuter d'un article de l'EGE sur une association qui s'appelle Hackers Without Borders. Si je ne me trompe pas, il y a des membres de cette association dans le chat. L'idée, évidemment, encore une fois, c'est d'avoir un avis nuancé et de ne pas tomber dans le drama. Mais d'en parler, parce que c'est un sujet important et intéressant, il me semble, parce que la portée de cette association peut être importante, l'intérêt de cette association, le projet est intéressant, et, mais on va voir ce qui est discuté dans cet article. Voilà. Si ça vous va, et ben let's go. Moi je vous propose donc de dérouler tous les titres, et puis dès que c'est quelque chose d'un peu plus intéressant, vous me direz aussi dans le chat si vous voulez en parler. Et dès que c'est quelque chose d'intéressant aussi, on va aller regarder un article sur le sujet. Pour les petites news de la chaîne, je vais essayer de faire cette semaine une vidéo un peu update personnel, où on va un peu dire qu'est-ce qu'on va faire sur la chaîne en 2023, parce qu'il y avait beaucoup de choses assez différentes sur la chaîne, donc on va recentrer tout ça. Et puis, je pense qu'au niveau du stream,
sur la matinale, moi je serais intéressé par en faire un podcast. Donc je vais essayer de faire un truc de plus en plus audio. En tout cas, qui se regarde bien, qui s'écoute bien en audio. Donc on va regarder plutôt des articles français, même si ce n'est pas forcément les sources primaires, c'est-à-dire la vraie source de l'information. L'intérêt que ce soit en français, c'est que ce sera plus fluide pour moi à lire plutôt que de traduire en live. Et donc ce sera plus agréable pour vous à écouter si vous avez juste le son, évidemment. C'est parti? Let's go. Où suis-je? Les titres. C'est parti. Les cyberattaques. Est-ce que la musique ça va? Ouais. Je vais augmenter peut-être mon son de mon micro. Parce que comme c'est pas mon micro habituel, vous m'entendez peut-être moins bien. Alors, les cyberattaques, disais-je. La fuite du code source de Slack, on va aller voir tout de suite un article. Où est-ce que j'ai mis mon article? Hop. On va aller voir un article chez Les Numériques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En un mot. Pourquoi il n'y avait pas l'en-tête que j'ai vu tout à l'heure? C'est pas grave. Après la grave attaque qui a touché l'espace en 2022, c'est désormais au tour de Slack d'être victime d'une intrusion dans ses systèmes. La plateforme de chat à destination des entreprises a annoncé que des pirates avaient obtenu l'accès au répertoire GitHub de la firme. D'après Slack, pas de souci à te faire. Nos clients n'ont pas été affectés, aucune action n'est requise et l'incident a été rapidement résolu. A précisé Slack afin de rassurer ses utilisateurs. Il semblerait que les cybercriminels aient eu accès à des répertoires qui contiennent des bouts de code source, mais que les données utilisateurs ainsi que la base de données principale aient été épargnées. Aucun dépôt contenait des données clients, donc en gros c'est juste le code source de Slack qui a été touché. Alors déjà il faut prendre toujours un peu de pincettes quand on lit ce genre de déclaration. Parce qu'évidemment toutes les entreprises qui se font pirater, elles ont intérêt à minimiser l'impact du piratage. Elles ont intérêt à dire vous inquiétez pas, on gère, tout va bien. Donc évidemment tout ça est à prendre avec des pincettes. Ensuite, mais je pense là en l'occurrence, sont deux choses très différentes, donc il ne faut pas non plus être parano. A priori, rien ne prouve que des données clients ont été touchées. Par contre, l'accès au code source, ça peut être potentiellement très impactant, parce que ce code source, si vous voulez, ça pourrait permettre de trouver une vulnérabilité. Il y a tout un débat sur il y a toujours le débat est-ce qu'il faut publier le code source. Là, en l'occurrence, il n'est pas publié, donc on n'a que deux acteurs qui ont le code source. On a Slack et les attaquants. Donc potentiellement, ça pourrait permettre aux attaquants d'identifier une vulnérabilité ou d'utiliser cette connaissance du code source pour compromettre des environnements Slack ou faire des choses s'ils arrivent à compromettre un compte Slack dans une entreprise. Donc potentiellement, ça peut être assez impactant. Parce que toutes les entreprises qui utilisent Slack, généralement, ce sont des entreprises assez tournées vers le numérique. Ce sont des entreprises en tout cas, c'est assez courant d'utiliser Slack dans les entreprises qui ont une culture de développement informatique. Ce ne sont pas des techs qui s'expriment, tout à fait. Et inversement, Slack est généralement utilisé par des entreprises plutôt tech, plutôt jeunes, plutôt orientées vers le développement logiciel. C'est pas les mêmes clients que Microsoft Teams, quoi. Donc, la compromission du code source, ça peut vouloir dire aussi, potentiellement, les attaquants qui ont compromis le code source, ils vont pouvoir utiliser cette connaissance pour faire des attaques sur une entreprise qui a Slack, avec ou sans contre, on verra. Mais potentiellement, ça peut quand même être impactant. Il y a des scénarios dans lesquels c'est impactant. Voilà mon propos. L'intrusion a été rendue possible par l'utilisation malveillante de certains jetons d'identification appartenant à des salariés de l'entreprise. Alors, du coup, ce serait intéressant d'avoir exactement quel jeton, quel type de jeton, est-ce que c'est des clés d'API, quel genre d'API, est-ce que c'est du GitHub. Bien que les serveurs de production n'aient pas été touchés, Slack a indiqué avoir modifié tous les identifiants utilisés sur GitHub par précaution. Et l'entreprise continue à enquêter et à surveiller la situation.
Alors j'ai vu je vous mets le lien dans la description de YouTube, il y est déjà, hein, le lien de l'annonce de Slack. Et c'est une annonce qui est très simple, très claire, et pour le coup, assez... euh, pas trop de blabla, etc. Moi je trouve qu'il faut toujours saluer quand les annonces sont claires, précises, et pas trop bullshit non plus. Voilà pour Slack. On va parler du guichet unique des entreprises. Ça, c'est marrant. Cocorico, mes amis. Cocorico. À peine lancé, alors on est sur orange.fr. Bon, ça vaut ce que ça vaut. À peine lancé, le tout nouveau guichet unique des entreprises a été piraté. Le guichet unique lancé le 1er janvier pour simplifier la vie des entreprises dans leur démarche a été piraté mardi 3 janvier, nous apprend le Parisien. La plateforme en ligne ne peut plus enregistrer aucune modification administrative. Bon, ce qui était un peu le but du guichet unique. Voilà. Si vous avez déjà eu affaire à ce genre de bureaucratie, vous savez très bien que c'est tout l'intérêt. Beaucoup de professionnels étaient contre, estimant que l'interface n'était pas encore prête, contre la mise en production, du coup, j'imagine. Et pourtant, le lancement du guichet unique des formalités des entreprises, voté en 2019 dans le cadre de la loi Pacte, a été maintenu le 1er janvier. Always deliver. Il a permis, selon Bercy, de passer de 6 guichets à un seul et de 30% de démarches dématérialisées à 100%. Sauf que, depuis le 3 janvier, la partie du site internet qui gère toutes les modifications de statut, d'adresse, de session ne fonctionne plus. Malgré de nombreux tests de sécurité, nous avons subi une attaque informatique majeure. Le virus crée... Alors, voilà, ces deux phrases, elles sont méga confusantes. Moi, quand je dis ces deux phrases, il y a la première qui me dit « Oh là, c'est une compromission totale du site web et potentiellement d'infrastructures, donc potentiellement des infrastructures de Bercy. » La deuxième phrase, elle me dit « Non, c'est une petite attaque DDoS à la con. » Donc, je lis la suite de la citation. « Le virus crée 100 000 demandes de modification par seconde. Du coup, l'interface mouline et ne peut pas prendre en compte les demandes. Le site a dû encaisser 2000 enregistrements de modifications le 1er janvier, 3000 le lendemain, et depuis, tout est bloqué. » Alors, donc c'est ballot. Ce que je comprends, c'est que quelqu'un parle d'attaque informatique majeure. Je pense que là, le terme est un peu galvaudé. Pour moi, une attaque informatique majeure, c'est si le site lui-même est compromis, et à cause de la compromission du site, on peut pivoter dans le réseau de Bercy. Et là, oui, pour moi, c'est majeur. Et là, on a un problème. Là, en fait, c'est pas une attaque très compliquée, c'est du DDoS. C'est chiant. Ça paralyse le site, mais en fait, c'est pas si important que ça. C'est pas très technique, c'est pas très compliqué à faire. Généralement, il suffit juste de payer un tout petit peu sur des sites qui proposent ce genre de service, sur le dark web ou autre. Et en fait, on peut très facilement faire un DDoS. Voilà. On a System Boot qui est... alors, quand ton message est dans le langage politique, c'est une compromission évidente. Sauf du DDoS massif. Pour moi, c'est juste un DDoS. Non, alors, moi, je suis d'accord avec System Boot. De ma compréhension, c'est juste un DDoS. Donc, des DDoS pour déni de services distribués. C'est exactement ce que je décrivais à l'instant. On achète un petit peu le service d'un grand nombre d'ordinateurs qui envoie un grand nombre de requêtes et ça suffit à mettre le site en rade. Et ça, pour le coup, c'est bête parce qu'en fait, il y a des systèmes qui permettent de contrer ce genre d'attaque. Et ça veut dire que le site a juste pas fait ça, pas pensé à mettre ça en place. Ce qui est assez dommage. Je me permets de baisser un tout petit peu la musique pour moi. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Ouais, non, ça a l'air bien. Hello Pierre. J'espère que tu vas bien.
Rien ne marche, donc là on va parler, le reste de l'article explique les attentes du guichet. Je pense que c'est moins un article sur la cybersécurité que, que- qu'un article sur le guichet unique des entreprises. Voilà, Bercy espère que le piratage sera résolu d'ici ce lundi 9 janvier, autrement dit d'ici le 9 janvier. Idéalement, on espère que ce site sera derrière un système qui permet de se prémunir contre les attaques des DOS. La suite. La suite. La suite. Où est-ce? Voilà. Je vais vous parler de CircleCI. CircleCI. CircleCI, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui gère du DevOps, c'est-à-dire une gestion automatique simplifiée et en continu des infrastructures et des modifications de l'infrastructure des applications. Et généralement dans le DevOps, on utilise beaucoup, comme on automatise tout, on ne parle pas de mot de passe, parce qu'il n'y a pas vraiment de sens. Le mot de passe, c'est quand on a un humain derrière qui a du mal à retenir des choses. Quand tout est automatisé, on parle plutôt d'API, on parle plutôt de clés d'API, de jetons. Et là, CircleCI, ils ont eu une attaque qui fait qu'ils ont demandé à leurs clients de faire une rotation des jetons. Et même, en fait, ils ont pas... Au début, ils ont demandé, et en fait, très vite, ils ont fait les trucs eux-mêmes. Alors, on va regarder chez le confrère IT Connect. J'essaie de varier un peu les sites en français. On va regarder un peu l'article, mais on va regarder aussi, je vais vous montrer, c'est très intéressant, la page officielle de CircleCI, qui met à jour, en fait, ils ont mis à jour quasiment tous les jours, et on va regarder un peu cette évolution. Alors, mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de CircleCI, cette plateforme de CI/CD, donc d'intégration continue, est populaire et victime d'une cyberattaque. Et il pourrait y avoir une fuite de données. CircleCI, donc je vous disais, c'est une plateforme d'intégration continue. Elle a un incident de sécurité et les utilisateurs ont reçu une alerte par mail. Une enquête en cours actuellement. La déclaration du CTO qui est, à ce stade, nous sommes convaincus qu'aucun acteur n'est actif dans nos systèmes. Autrement dit, ils n'ont pas été compromis. Mais pour être sûr, on veut protéger les données de nos clients, donc on veut s'assurer que nos clients prennent des mesures. Cet article date du 5, on va aller voir les mises à jour après le 5. Depuis le 6, ils ont changé eux-mêmes des tokens, des jetons. Donc là, ils ont dit à la place de certains utilisateurs, certains clients, on a changé leurs jetons GitHub, Bitbucket, GitLab. Tout ça sont des endroits où on peut avoir des données et du code. Et ils font le point de tout ce qui a été potentiellement compromis, comment les changer, etc. Juste après le 6, voilà, ils ont annoncé qu'ils ont changé eux-mêmes. Donc ça, c'est, une fois ici aussi, quand la déclaration est claire, qui font des choses et qui disent, attention, il y a tel ou tel risque, c'est ça qu'il faut faire, à la limite, si le risque est trop important, on le fait pour vous et on vous informe après, ça peut casser des choses, c'est clair, mais au moins c'est clair. Au moins c'est carré, quoi. Ils se sont fait compromettre, ils n'essayent pas de dire oui, non, machin. Bon, là, ils essayent quand même, hein, on est d'accord. Mais au moins, il faut saluer le fait que ce soit clair et qu'ils fassent des choses. Ils ont dit donc que tous les jetons d'authentification haute de GitHub ont été changés. Voilà, ça c'est le 7, donc c'est il y a 2 jours, donc c'est encore tout frais. Voilà, une petite news somme toute très intéressante. On va parler des extensions VS Code malveillantes et on va accélérer un peu sur la fin des attaques. Il y a des extensions VS Code malveillantes, hein, tout est dans le titre. Ce qui est intéressant les extensions VS Code, c'est que potentiellement donc on cible des développeurs et des développeurs assez tournés vers du Windows.
Donc là, on a un article de Bleeping Computer qui n'est pas du tout ni français et qui n'est pas non plus une source primaire. Donc Visual Studio Code est un éditeur de Microsoft très utilisé. Il y a des extensions malveillantes qui ont des dizaines de millions de téléchargements. Ah non, pardon, il y a des extensions, pas forcément malveillantes, qui ont des dizaines de milliers de téléchargements. Et parfois ces extensions tournent avec les privilèges de l'utilisateur. Et ils peuvent installer des programmes supplémentaires. Et ils peuvent voir le code aussi, modifié dans l'IDE. Donc par exemple, c'est intéressant, c'est-à-dire c'est du code Windows. Potentiellement pour l'attaquant qui fait ça, il peut revendre derrière l'accès au code à d'autres groupes d'attaquants, comme des groupes de ransomware par exemple, ou même des choses un peu plus stratégiques. En gros, il y a une équipe de sécurité, je m'hydrate. Il y a une équipe de sécurité qui s'est dit, bah tenez, on va essayer de faire une extension malveillante et on va regarder si on peut faire du typo squat. C'est-à-dire changer un I par un I majuscule par un L ou ce genre de choses. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient tout à fait réutiliser l'image, la description. Et en fait, on verrait pas la différence. Parce qu'en fait, le nom de l'application et le nom affiché sont pas les mêmes. Donc il suffit de mettre le même nom affiché, lui il n'a pas besoin d'être unique, et donc on peut re-afficher le même nom. Vous voyez là sur l'image, je vais l'ouvrir. Vous voyez qu'on ne voit aucune différence entre le code à droite et le code à gauche. La seule différence, mais je pense que vous ne la voyez pas, c'est qu'ici il y a un B dans l'URL, alors qu'ici il y a autre chose, il y a un P. Voilà. Salut MT. Ouais, exactement, système bout. C'est exactement le principe d'un cheval de Troie. En gros, ton extension, vu qu'elle peut faire des choses sur ton ordinateur, et ben, il suffit de faire une extension malveillante et que tu l'installes en pensant installer une utilisation, une extension légitime. Et alors, les stats de GitHub sont récupérés automatiquement. Donc, le publieur de l'extension peut complètement changer ses stats à la volée pour donner l'impression que c'est un projet actif. Le seul problème, c'est le nombre de téléchargements. Et c'est ce que nous dit l'article. Mais on peut s'y prêter, on peut s'y faire prendre quand même. Dans les 48 heures, ça c'est ouf. Regardez, dans les 48 heures, cette fausse extension pseudo-malveillante a été téléchargée 1500 fois par des développeurs victimes donc de cette boîte de cybersécurité. Et alors du coup, maintenant qu'ils avaient prouvé que c'était possible de le faire, ils sont allés regarder, et bah je ferai plus attention maintenant. Et oui, si tu utilises VS Code, oui. Mais en fait, j'imagine que c'est la même chose, tu vois, avec d'autres éditeurs de texte. Tous les éditeurs de texte qui ont des plugins, en vrai, c'est marrant parce qu'il y a toujours des articles comme ça sur la chaîne d'approvisionnement. Au début, ça a été des packages NPM malveillants, puis des packages PyPy malveillants. Et en fait, tout le monde a le même problème. À partir du moment où tu fais une plateforme de packages et d'extensions, eh bien, tu es obligé de vérifier un minimum ce qui s'y passe, parce que ce soit dans le navigateur, dans l'éditeur de texte, ou ou n'importe où, bref, toutes les applications, tous les trucs que tu peux installer en plus, et ben forcément, tu en auras qui sont malveillants. C'est tout, nous dit, ça me rappelle l'équipe qui avait acheté LinkedIn.com. Ah oui, exactement, avec le L majuscule. Ouais. Et même, il y a un moment, en fait, il y a des lois qui sont passées.
Parce que là, donc, Zetoons nous parle d'un nom de domaine, donc c'est vraiment le typo-squatting par excellence. Et ça a été tellement un problème qu'il y a des lois qui sont passées, comme quoi si tu es une entreprise qui a déposé un nom de domaine, qui a déposé un nom d'entreprise, si tu as déposé en France, et bah, c'est toi qui est censé avoir le nom de domaine en .fr, et, euh, et, euh, et tu peux attaquer, demander alors je sais pas exactement si c'est juste auprès comment ça s'appelle cet organisme français, l'équivalent de l'ICANN. Tu peux demander soit à l'organisme, soit tu peux attaquer en justice pour dire je veux récupérer ce nom de domaine parce que je pense que c'est malveillant. Alors, évidemment, il y a des cas particuliers, comme par exemple si une fille qui s'appelle prénom Mégane, nom de famille Renault, si elle décide d'avoir un nom de domaine, bon, bah forcément là c'est un cas un peu particulier parce que peut-être que le fabricant de voiture va avoir envie de le faire. Mais, euh, mais du coup, on a vu des changements donc, dans la législation. Donc là, je regarde juste le reste de l'article pour voir ce qui existe comme truc malveillant. Par exemple, ici, il y a une extension qui s'appelle API Generator Plugin ou Code Tester. Ils envoient des requêtes HTTP à un nom de domaine robotnow.ai.top. Super, donc le nom de domaine pas du tout louche. Et ils chopent la réponse et ils envoient la fonction eval. Donc là, on voit le code. Ils chopent le hostname. Ils l'envoient sur un nom de domaine. Et ils récupèrent une réponse et ils vont exécuter eval rest body. Ça veut dire que l'attaquant va envoyer une réponse une commande du code à exécuter sur l'ordinateur de la victime. Donc ça, c'est très très embêtant. On peut imaginer un système de certificat pour des extensions ou des domaines vérifiés avec un avertissement automatique en cas de domaine ou extension douteux. Ouais, tout à fait. C'est ce que font les marketplaces, par exemple, d'Android. Il me semble que les navigateurs aussi mettent ça en place, mais Android, iOS, en fait, toi, tu signes ton application et on sait quand tu vas sur l'App Store ou le Play Store, tu sais que c'est bien, c'est forcément publié par celui par l'entreprise comment dire, il y a une vérification de l'identité de l'entreprise qui publie le truc. Par contre, même un certificat, ça n'empêche pas de faire du typo squatting. En fait, comme disait Zetoons, LinkedIn, en fait, si LinkedIn signe une application avec son certificat, et ben ce sera signé, ce sera authentifié par LinkedIn, mais ça reste, toi, il ne faut pas que tu te fasses prendre. Donc en fait, comme disait System Boo, il parlait de chevaux de Troie. C'est le problème des chevaux de Troie, c'est qu'en fait, tu peux vérifier l'identité, mais en fait, il suffit que tu te fasses prendre. Il y a des extensions VS Code avec une certification. Ouais, mais qu'est-ce qui est certifié? Est-ce que c'est l'identité du développeur? Auquel cas, il suffit de faire une nouvelle identité de développeur. En fait, comment tu crées toute une infrastructure de confiance pour dire ce développeur il est bon, ce développeur il est pas bon. Et du coup, par exemple, ce que fait Apple, ils sont très restrictifs dans les applications iOS. Ce que fait le Play Store, c'est qu'ils font passer tout ça dans une moulinette avec un antivirus. Mais tout ça, c'est une infrastructure. C'est une infrastructure à mettre en place. Et Microsoft, pour le coup, c'est là où, si c'est nouveau, Microsoft n'a peut-être pas forcément pensé à mettre tout ça. Et ce sera un bonheur pour spoof le host pour du phishing. Ouais, tu peux faire plein de choses. Et même une fois que tu as authentifié le développeur qui publie l'application ou l'extension, en fait, si ça se trouve, ce développeur, il peut aussi se faire tout simplement ficher. Il peut se faire voler ses identifiants. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec des identifiants Chrome, avec des extensions Chrome, pardon. Je pense même que j'en ai parlé à une matinale, c'était une des premières matinales que j'avais faites. En fait, si le développeur tombe dans une attaque où on vole son mot de passe, et bah, tu peux aussi publier au nom de ce développeur. Et donc, quand bien même la plateforme a mis en place une sécurité, une certaine confiance qui dit
que c'est un développeur de confiance, et bah, si jamais lui il se fait avoir, lui il se fait voler ses identifiants, et bah, tu es bien embêté. Par exemple, quand c'est proposé par Microsoft, il y a le symbole certifié de l'extension, après il y en a très peu. Ouais, tu vois, alors, quand je dis qu'il faut une infrastructure pour mettre en place une certaine confiance sur la plateforme, euh, il y a tous les degrés de confiance qui existent. Là, typiquement, vérifier ce qui est fait par Microsoft sur une plateforme de Microsoft, euh, c'est un peu le plus simple. C'est le cas de figure le plus simple à mettre en place. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué si tu dis, bah, maintenant, euh, je voudrais avoir tous les développeurs, ils font, j'en sais rien, ils font un test, je vérifie leur carte d'identité, je fais passer systématiquement toutes les mises à jour des extensions dans un antivirus, etc. Bon, super, débat super intéressant. Je me demande bien le cahier des charges et les audits de code pour accepter les extensions Chrome, Firefox, Edge et so on. Je suis pas sûr qu'il y en a. Je pense que Chrome peut-être. Firefox, je pense que c'est pas le cas. Parce que Firefox, leur but c'est d'être assez open. Et ils préfèrent mettre des avertissements quand c'est pas un développeur validé par eux, quand c'est pas une extension validée par eux. Mais pour le coup, je pense que Firefox, ils ont un truc pas si automatisé que ça, mais qui le font que sur très très peu d'applications. Edge, je n'ai aucune idée. Mais il me semble. Il me semble. À voir, mais ouais. Je vous propose de passer à la suite. On va passer assez rapidement pour la fin des attaques, parce qu'il y a d'autres sujets dont je voulais parler. Je m'hydrate de nouveau. Je vais vous parler des scientifiques US visés par les hackers russes. On va juste regarder ce petit article de Reuters, donc directement à la source. Une équipe, un APT connu sous le nom de Cold River a ciblé des scientifiques nucléaires aux US. Le président Poutine agite la menace nucléaire dans le cadre du conflit en Ukraine. Il y a dans ce contexte un APT, c'est-à-dire un groupe d'attaquants très sophistiqués qui s'appelle Cold River, a ciblé plusieurs laboratoires nucléaires dans différentes villes américaines. Et c'est pas clair encore si ça a réussi ou pas. Mais en gros, ils font beaucoup de... Le même groupe d'acteurs, on a vu qu'ils étaient très liés aux activités militaires russes, qui se sont dirigés contre les alliés de Kiev depuis l'invasion en Ukraine, et qu'ils ciblent tout ce qui touche au pouvoir nucléaire, que ce soit les centrales nucléaires ou les laboratoires de recherche en Europe et auprès des alliés de Kiev. Je résume et je traduis un peu en live l'article. Dans tous les cas, vous le voyez, je vous partage sur l'écran. Mais si vous avez seulement l'audio, j'essaie de vous le résumer de manière un peu fluide. Voilà, alors on a quelqu'un de CrowdStrike qui nous dit c'est un des groupes de hackers les plus importants dont vous n'avez jamais entendu parler. Ils sont directement liés au Kremlin. On a entendu parler d'eux en 2016 lorsqu'ils ont piraté des gens du ministère des Affaires étrangères anglais. Et évidemment, les services secrets russes n'ont pas répondu. L'inverse aurait été un peu étonnant. Edge est tellement utilisé aussi, nous dit Systemboo en réponse aux commentaires de Zetoons. Ouais. Bon. Non, Edge est très utilisé, malheureusement. Malheureusement pour les gens qui l'utilisent. Parce que ça vient par défaut sur les ordinateurs Microsoft, donc ce sont des gens qui ne savent pas qu'il est possible d'utiliser autre chose. Voici pour cet article. On va y regarder directement la suite. Au passage, dans les attaques, Webtech, une entreprise de train, le système de réseau ferré américain a été piraté. Alors oui, il y a un système de réseau ferré aux US, ça existe.
Voilà. Donc c'est peut-être étonnamment, c'est moins impactant que quand ça a été le Colonial Pipeline qui a été piraté. Mais bon, c'est impactant aussi parce que c'est quand même une infrastructure. La ville de Potsdam en Allemagne, qui est une ville très importante en Allemagne, a été piratée. Le port de Lisbonne, qui est aussi un port majeur européen, aussi a été piraté. Je salue Blaskin sur Discord qui m'a pointé vers différents articles, notamment celui qu'on vient de lire, il me semble, et celui de Lisbonne. Voici pour les attaques. On va passer à la suite. Les annonces. On va aller beaucoup plus vite pour les annonces. Il y a encore 2-3 petites catégories. On va parler annonces, sécurité des données, vulnérabilité et fuite de données. Les annonces. On va parler du chiffrement RSA. Je vous propose de passer très rapidement sur l'article parce qu'à la limite, on va le prendre en fin de stream comme un focus. On va le lire plus précisément. Est-ce que le chiffrement RSA est cassé? Oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire si le chiffrement RSA est cassé? RSA, c'est une des briques majeures de toute notre infrastructure de sécurité et de confiance moderne aujourd'hui. C'est un algorithme de chiffrement qui fait le chiffrement asymétrique. Autrement dit, comment je peux chiffrer un message de sorte qu'une seule personne puisse le décoder. Ou inversement, comment je peux chiffrer un message de sorte que tout le monde voit qu'il n'y a que moi qui ait pu le coder, le chiffrer. Donc tout ça est très utilisé pour tout ce qui est authentification, pour tout ce qui est preuve. Dès lors qu'il y a une notion de sens unique, c'est très utilisé. Typiquement, il me semble que le Bitcoin utilise encore RSA, je crois. Je crois que c'est plus le cas pour Ethereum, mais il me semble que le Bitcoin l'utilise. Zetoun se dit qu'il faut y aller pour du 1024 et du 2048. Tout à fait. Alors les tailles de clés qu'on utilise aujourd'hui sont, ce qui est la recommandation, c'est 2048 bits. Ça veut dire que vous avez 2048 0 ou 1 possible pour encoder votre clé, c'est-à-dire les entiers premiers, le facteur d'entier premier que vous utilisez. Et ça veut dire que vous avez 2 puissance 2048 possibilités. Non, pardon, pas possibilité. Que vous avez un nombre qui va de 0 à de 1 à 2 puissance 2048. Alors, au moins c'est insécure, nous dit Système Boo. Ouais, on va lire l'article. On va lire l'article du Monde, à minima. Et puis on ira regarder différents commentaires. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, ce sont des chercheurs chinois qui ont publié un article disant qu'ils ont un algorithme qui permet de casser le chiffrement RSA avec un ordinateur quantique. Et ce, avec un ordinateur quantique bien plus petit que ce qu'on pensait aujourd'hui. On sait qu'il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Shor qui permet de factoriser donc, des entiers premiers, des grands entiers plutôt. Cet algorithme de Shor, il demande quand même une taille, un ordinateur quantique important. On parle d'ordinateur quantique là, hein. C'est vrai que c'est le mot-clé que je n'ai pas encore prononcé, mais la clé c'est l'algorithme, c'est un algorithme quantique. Donc c'est un algorithme qui ne peut pas être utilisé sur des ordinateurs normaux. Il doit être utilisé sur les ordinateurs quantiques. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, on est en train de les développer. Le plus gros, il fait en gros 500 qubits. Là, l'algorithme de Shor qu'on connaissait, il nous permet de casser RSA. On sait qu'il nous permet de casser RSA. Et donc tout le monde se prépare à son avènement, parce qu'en fait, le jour où RSA est cassé, ben, on va pouvoir décoder des secrets. Et potentiellement décoder des signatures de transactions de Bitcoin qui datent de 2008, potentiellement décoder du chiffrement bancaire, tout ce qui repose, faire des attaques aussi très sophistiquées sur les certificats Internet. J'ai plus de batterie, laissez-moi enlever mon casque. Est-ce qu'il y a toujours la musique? Ouais, c'est bon. Donc, quid des cryptos? Bah, on va en parler.
Euh, le... Dites-moi si le son est toujours bon, hein, maintenant que j'ai plus mon casque. En plus, je suis pas chez moi, donc j'ai une chaise qui grince, vous l'entendez peut-être. Le... L'algorithme de Shor, donc là c'est ce que vous voyez à l'écran. Les scientifiques chinois se sont servis de l'informatique quantique en développant un algorithme général pour la factorisation des entiers. Au cœur du problème, il y a l'algorithme de Shor qui factorise un entier naturel en temps et en espace. Le problème, c'est que l'algorithme de Shor, pour casser une clé RSA de 2048 bits, comme disait Zetoons, il faut 1000 à 2000 de mémoire, 1000 à 2000 qubits. Donc il faut un gros ordinateur quantique. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'y est pas encore. Ce que nous disent les Chinois, c'est qu'en fait, ils utilisent une autre méthode. Et ils disent que eux, ils peuvent aller jusqu'à... Il suffit de 373 qubits pour casser une clé RSA de 2048 bits. Donc, quand même, grosse révolution. Ça veut dire que l'ordinateur d'IBM, qui utilise 433, je me suis trompé de 100 qubits, l'ordinateur d'IBM pourrait pirater, pourrait casser des clés RSA. Tout ça, il va prendre avec beaucoup de pincettes. Il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est est-ce que l'équipe qui a publié le papier a réussi à le faire? Aujourd'hui, pas à notre connaissance. Et c'est ce que dit Bruce Schneier, qui est un cryptographe très, très, très réputé. Il dit, attention, ils n'ont pas réussi à casser le challenge. On a, je sais pas quoi, on offre une récompense à toute personne qui arrive à casser un challenge via un nouvel algorithme. Alors, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait plutôt pour utiliser cette capacité à des fins plus ou moins bienveillantes, mais en tout cas, ils ne l'ont pas fait. On n'a pas encore de preuves qu'ils arrivent vraiment à casser l'algorithme. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que Pékin a autorisé la publication de cet article? S'ils pouvaient vraiment casser RSA, quelqu'un disait sur Twitter, je ne sais plus qui, disait le vrai signe qu'on arrive à casser RSA, c'est pas que tout le monde se met à voler des cryptos, c'est plutôt que les services secrets en fait arrivent à se décoder les uns les autres, déchiffrer les messages les uns des autres, et qu'on assisterait à des arrestations d'agents secrets en masse. Et c'est vrai, en fait, c'est tellement important, c'est tellement énorme de casser RSA, que en fait, il n'y a aucune raison pour laquelle Pékin qui en plus est assez comment dire, conservateur de ses capacités de renseignement, Pékin qui est assez protectionniste, pourquoi est-ce qu'ils auraient laissé publier cet article si l'article était aussi important et aussi impactant? Donnez-moi 2 minutes, je vais chercher un câble. Hop, excusez-moi. Donc c'est la première critique, et il y a une troisième critique, qui est qu'en fait, si on regarde plus précisément l'article, en fait l'article s'appuie sur la méthode d'un monsieur qui s'appelle Schnorr, et cette méthode, je lis plus du tout l'article, hein, je suis désolé, mais en fait on pourra regarder plus précisément comment ça marche si vous voulez en fin de stream. Et en gros, c'est un article qui avait dit en 2021 j'ai cassé RSA. Et en fait, c'était pas très sérieux, c'était pas un article très sérieux. Et en gros, ce que nous proposent ces chercheurs chinois, c'est que l'algorithme de Schnorr, en fait, il marchait pas. Et il y avait une étape dans la démonstration qui ne marchait pas, qui n'était pas rigoureuse et qu'on n'arriverait pas à faire avec des ordinateurs normaux. Et là, ces chercheurs chinois, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, cette étape qui marchait pas dans la démonstration, en fait, si on utilise un petit ordinateur quantique, et ben justement, on peut y arriver. Donc en fait, leur propos n'est pas de dire on va faire tout quantique. Leur propos est de dire, regardez, on avait quelqu'un qui proposait une manière de casser RSA, mais il y avait un passage qui marchait pas avec un ordinateur normal. Nous, on va prendre ce petit passage, on va utiliser un ordinateur quantique, et là-dessus, et c'est ça qui va nous permettre de casser RSA avec des petits ordinateurs quantiques et pas besoin d'attendre 10 ans pour avoir des gros ordinateurs. Sauf que l'algorithme de M. Schnorr, en fait, n'a
je crois, d'après le commentaire donc, de Bruce Schneier, ne marche pas pour des grands entiers. Il marche pour des petits entiers. Il marche très bien pour des petits entiers. Effectivement, c'est un résultat très important. Mais en fait, on n'est pas sûr qu'il marche à 100% pour des entiers d'une taille suffisamment grande. Voilà. Donc autrement dit, pour des clés RSA de 2048 bits, on n'est pas sûr que l'algorithme marche vraiment. Et donc peut-être que cet algorithme marche avec une certaine probabilité, mais en fait, c'est pas forcément un cassage au sens où on est sûr de pouvoir trouver euh, comment dire, on est sûr de pouvoir déchiffrer un message. Alors je vois qu'il y a un échange entre System Boo et Zetoons. En fait, ils cassent RSA ou un modèle mode, sous très fortes conditions très spéciales, donc pas en volatile à la sauvage. Voilà, donc c'est potentiellement très limité en fait. Et en fait, il y a une différence entre dire, regardez, j'ai un résultat, il est limité, et dire, regardez, j'ai un résultat incroyable, il est limité, mais je ne sais pas comment. Et donc ça, c'est encore plus limité si on ne connaît pas ses propres limites. On n'avance pas beaucoup avec ce papier. Enfin, si, là, en l'occurrence, je pense qu'on va avancer beaucoup avec ce papier. Donc ça veut dire que c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que le travail sur RSA continue et on va arriver assez vite, a priori, à des ordinateurs qui pourraient casser RSA. Donc voilà, Zetoun nous dit intéressant car le futur, Schneier dit la même chose et je pense que tout le monde dit la même chose. Le NIST dit la même chose. Le NIST vient de sélectionner des algorithmes qui doivent résister à des ordinateurs quantiques. Et donc comment dire, ça encourage tout le monde à se tourner vers vers des ordinateurs quantiques. Si ça vous intéresse, on pourrait très bien faire un entretien avec un doctorant en cryptographie ou des chercheurs. Je peux essayer de me renseigner. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. On pourrait cette semaine ou la semaine prochaine faire un petit live avec, avec des chercheurs en cryptographie. Voilà, on va parler d'autre chose. On passe à la suite du programme. Vincent Strubel, je ne sais pas comment on dit. On peut aller voir sur LinkedIn son parcours. J'ai même des informations, comment dire, des informations de première main. On peut aller voir des informations, son CV. Vincent Strubel, qui était donc le responsable, il est arrivé à l'ANSSI comme au service technique. Oh là. Il est arrivé à l'ANSSI, donc je disais au service technique. Hop. Ancien directeur chez OSIC, donc OSIC qui est une agence publique de sécurité, c'est-à-dire opérateur des systèmes d'information interministériels classifiés. Autrement dit, c'était lui qui était responsable de la gestion des services d'information entre les différents ministères. Donc il connaît la maison. L'ANSSI a plusieurs maisons, a plusieurs missions. En tout cas, une des premières, c'est de s'occuper de la sécurité de tout ce qui est système d'information des différents ministères. Donc il connaît à minima très bien cette mission. Il me semble qu'il connaît très bien aussi, voilà, 15 ans chez l'ANSSI, bon, il connaît la maison. Il connaît aussi le laboratoire. Il connaît aussi toute la division technique de l'ANSSI, parce qu'il a commencé en tant qu'expert de la sécurité des systèmes d'exploitation. Donc pas le même parcours que Guillaume Poupart. Il y a des similitudes, hein, c'est un polytechnicien aussi. Il vient d'Annecy aussi. Il a commencé par un poste technique aussi, mais c'était pas la même chose. Guillaume Poupart, c'était plutôt de la cryptographie. Là, Vincent Strubel, c'est plutôt donc du architecture matérielle au système d'opération. Donc un profil, il me semble, très proche de celui de Guillaume Poupart. Polytechnicien dans l'administration publique, mais qui a commencé par quelque chose de très technique. Et vous voyez d'ailleurs qu'il est corps des mines, ça veut dire qu'il était dans le top 30, top 40 de Polytechnique. Ce qui est. Il faut dire que c'est techniquement, ça va. Moi j'ai vu des gens qui disaient oui, bon, c'est pas un technique, etc. Écoute, camarade, on verra. La suite du programme. Je voulais vous parler de propagande chinoise et russe.
on a un article sur Numérama. Excellent. J'adore Numérama. On a un article de Bogdan sur Numérama qui, en fait, donc je préfère utiliser les sources en français pour que ce soit plus agréable pour vous à entendre. La source principale est dans la description de la vidéo, évidemment. Il s'agit d'un article de The Intercept qui a récupéré des mails piratés du groupe audiovisuel russe VGTRK. Et dans leur contenu, on voit qu'il y a des échanges, qu'il y a des rapports de réunions entre des entreprises médiatiques chinoises et russes. Et donc quand on parle d'entreprises médiatiques, pour tout ce qui est Chine et Russie, on parle d'entreprises, mais évidemment il s'agit d'entreprises étatiques. Il s'agit de choses qui sont très contrôlées par l'État, voire dans le cas de la Chine, qui est censée être communiste. Normalement le concept même d'entreprise est lié à l'État, en théorie. Ils ont mis les piratages de ces dossiers. Parmi les dossiers confidentiels, un accord bilatéral signé en juillet 2021 entre les instances officielles russes et chinoises indique explicitement que la coopération sur la couverture de l'actualité est un objectif majeur. En gros, ce que ça veut dire, c'est que, avant de faire l'analyse, je lis la suite de l'article, les médias des deux pays doivent se soutenir mutuellement dans la couverture des événements majeurs. Les parties ont noté la nécessité de développer des mécanismes d'échange d'informations et d'opinions entre la Russie et la Chine. L'échange d'opinions porte sur des questions d'intérêt mutuel aux deux pays. Font partie des signataires notamment Huawei, Fu Linlin, le directeur du département de coopération de Huawei, ainsi que Liu Yunan, un autre représentant, étaient présents. Donc 64 projets médiatiques communs sont lancés. Les agences de presse d'État TASS, donc TASS c'est l'agence russe, et Xinhua sont engagés à échanger des reportages. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que il y a une guerre de l'information, il y a une guerre du récit. Vous voyez, autour de l'Ukraine, il y avait tout un enjeu au début du conflit de dire est-ce que c'est une guerre ou est-ce que c'est une opération de maintien de la paix. La France, quand elle est en guerre en Afrique, elle parle de maintien de la paix. Là, la Russie, elle a envahi l'Ukraine pour que l'Ukraine redevienne russe. Elle veut quand même parler de maintien de la paix. C'est un truc qui est très stratégique parce que sur la scène internationale, on ne peut pas dire bonjour, j'envahis un pays. Donc il y a un intérêt très important à mettre ces éléments de langage. Et le fait de coopérer entre la Chine et la Russie, ça veut dire qu'en fait les deux vont reprendre mutuellement leurs éléments de langage. Et en fait l'idée est aussi un peu d'isoler le monde occidental. Lorsque la Russie envahit l'Ukraine, si vous avez la Chine qui dit non, c'est du maintien de la paix contre la dénazification de l'Ukraine, et tout le reste du monde n'est pas dupe et dit non, c'est une invasion, la Chine est isolée. Si par contre vous mettez la Russie est isolée, si par contre la Chine se met à reprendre l'idée comme quoi c'est des nazis en Ukraine, et bien là forcément vous avez quand même une caisse de résonance qui est toute l'Asie, toute l'Asie quoi. Et donc vous avez aussi beaucoup plus de force de frappe, potentiellement une partie de l'Afrique aussi. Vous avez une force de frappe informationnelle qui est beaucoup plus importante. Vous pouvez dire, mais non, regardez, il y a d'autres pays qui sont d'accord sur le fait qu'il y a des nazis en Ukraine et qu'on devait envahir l'Ukraine. En fait, c'est assez pratique, parce que vous allez avoir tous les États influencés, si ce n'est contrôlés par la Russie, et tous les États influencés et contrôlés par la Chine. Les deux vont soutenir votre récit, et ça va avoir beaucoup plus de légitimité. Et vous allez pouvoir dire, mais regardez, il n'y a que les Américains qui disent qu'on a tort. Il n'y a que les Américains et les Français, c'est un coup monté des Américains. Voilà. L'article nous parle du travail forcé des Ouïghours, parce qu'évidemment, l'accord date de 2021, donc c'était avant tout ça. Le journaliste doit aussi expliquer que la CIA travaille sur des projets pour créer des troubles en Chine. Donc voilà. L'idée, c'est de retourner le narratif en disant c'est les Américains qui essaient de vous convaincre d'autre chose.
Voilà, il y a eu typiquement toute l'histoire de comme quoi les États-Unis financeraient et développeraient des armes biologiques en Ukraine. Un faux reportage qui affirmait que Zelensky avait fui Kiev au moment où c'était bombardé en février. Ce faux reportage a été visionné 510 millions de fois sur la plateforme chinoise Weibo. Donc voilà, c'est 10 fois la population de la France. Voilà, tout simplement quoi. Voilà. Petite force de frappe en termes de guerre de l'information. Voilà, petite capacité de frappe, quoi. Tout simplement. Et c'est mot pour mot la stratégie de la désinformation russe, voilà. Voilà, donc probablement aussi, on peut interpréter ça comme peut-être que la Russie a attendu d'avoir cet accord aussi pour déclencher une offensive en Ukraine qui, elle le savait, allait l'isoler sur le plan de la scène internationale. Voilà. Voilà le document. Si vous savez lire le russe, bah écoutez, il est dans la description de la vidéo sur YouTube. Et sur le Discord aussi. Je mets les liens sur le Discord. Ok, on parle rapidement de la suite. On va accélérer très vite. Les news cyber. Ah ouais, je voulais en parler aussi. Alors, de bas en haut. LastPass, on en a parlé la dernière fois, ils sont fait pirater en août, ils ont découvert en octobre qu'en fait le piratage était plus important, ils ont découvert en décembre qu'en fait le piratage était beaucoup plus important, ils ont une gestion désastreuse de cet incident, et du coup on a la première attaque en justice de LastPass aux US pour mauvaise gestion de cet incident. Vous savez que la justice US, si vous arrivez à avoir gain de cause, ça peut être super bancable pour vous. Super. Apple, condamné à 8 millions d'euros d'amende par la CNIL. Je passe très rapidement là-dessus parce que les utilisateurs ne sont pas au courant du traitement qui est fait de leurs informations. Meta condamné à 390 euros d'amende par la CNIL irlandaise. Encore une fois, toutes les descriptions sont sur le Discord et dans la description de la vidéo YouTube. Toutes les sources, pardon. Mais en gros, ce qui est intéressant, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, au début, la CNIL irlandaise avait demandé 28 millions d'euros et 36 millions d'euros pour Instagram et Facebook. Et en fait, il y a eu une décision de l'organisme européen qui s'appelle la Data Protection Commission. Cette commission de la protection des données a demandé à la CNIL irlandaise d'augmenter son amende et d'investiguer et de faire une vraie enquête sur les actions de Meta et plus précisément sur ce qui se passe sur Facebook et sur Instagram. C'est un vrai drama. C'est un vrai drama parce que concrètement, Facebook est domicilié en Irlande. L'Irlande, c'est un paradis fiscal. L'Irlande a tout intérêt à ce que Facebook reste en Irlande. Donc à être très sympa avec Facebook. Sauf que, comme Facebook est domicilié en Irlande, en fait, de facto, Facebook ne reconnaît que la CNIL irlandaise. Pour l'instant, quand la CNIL a condamné Facebook, Facebook a toujours dit que la CNIL n'est pas légitime pour condamner notre entreprise. Donc, il n'y a que la CNIL irlandaise qui peut nous condamner. Donc, lorsque la CNIL irlandaise a condamné Facebook, la CNIL des CNIL a dit non, Coco, Facebook refuse toutes nos condamnations, donc t'es mignon, c'est pas juste 28 millions d'euros, tu fais un x6. Voilà. Donc si on regarde 26 plus 36, 28 plus 36, ça fait à peu près quoi, ouais, 50. Ouais, c'est un x6. Au total, ça a été multiplié par 6 l'amende. Et donc pour la CNIL irlandaise, en fait la CNIL irlandaise, si vous voulez, elle est aussi dépendante du pouvoir politique en place, ou du moins des intérêts du pays, comme le sont beaucoup d'institutions politiques.
Et donc la CNIL irlandaise, mais on peut regarder la CNIL irlandaise. Je vais vous mettre je vais vous mettre l'article. La CNIL irlandaise, en fait, quand on regarde, nous on a une CNIL, c'est indépendant, ils ont un endroit où se réunir. Il n'y a pas de. Euh, la CNIL a une certaine indépendance, la CNIL a un certain staff aussi pour faire hop. Ok, c'est pas ce que je pensais. Il me semble que le bureau, justement, il y a des critiques qui disaient le bureau de la CNIL irlandaise, en fait, c'est une cabane. Bon, c'est ça les locaux. Bon, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Mais enfin, ça ressemble quand même pas à une institution, hein. La CNIL en France, euh, la CNIL en France, si on trouve un article sur Wikipédia, voilà. Le siège, c'est dans les locaux de l'UNESCO, c'est ça? Bon, euh, bon, voilà. C'est pas le même effort mis à la protection de tout ça, quoi. De ces données. Donc on a un drama en fait qui dit, les Américains nous disent, enfin, Facebook et Instagram disent, on ne reconnaît que la CNIL irlandaise parce que nous on est domiciliés en Irlande. Euh, les Européens disent, les Irlandais, vous êtes beaucoup trop laxistes avec les GAFAM parce que comme vous êtes un paradis fiscal, et ben ça vous arrange que les GAFAM soient chez vous. Et donc vous voulez les garder. Et c'est pour ça que vous êtes trop pisse avec vous, avec eux. Et donc il y a eu un bras de fer entre les deux. Et donc la CNIL des CNIL a dit les cocos, vous êtes mignons, vous multipliez cette amende par 6. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, mais il parle de overreach, c'est-à-dire d'ingérence. Voilà. Voilà, donc petit drama entre CNIL. Voilà, je voulais aborder ce sujet. On passe à la suite. Les news cyber, je remercie Blaskin encore une fois sur Discord pour m'avoir parlé de Synology. Il y a une vulnérabilité dans les VPN de Synology. Vulnérabilité dans les VPN, critique. Enfin, sur une analyse de risque globale, si ça touche un VPN, c'est critique. S'il y a moyen qu'un attaquant puisse rentrer dans votre réseau via le VPN, et bah, ça devient très critique. Donc il faut prendre très au sérieux. Voilà, donc sur les vulnérabilités, petite veille en 2 minutes, les VPN de Synology, le package PyTorch qui est très utilisé dans l'IA, eh bien il me semble qu'il a été compromis, si je ne dis pas de bêtises, il y a des versions malveillantes en tout cas dans la nature. Et on a découvert un outil qui crée une cinquantaine de backdoors sur WordPress en exploitant plein de vulnérabilités sur WordPress. Vous savez, WordPress, voilà. Dans les fuites de données, on a parlé du code source de Slack, on a parlé de CircleCI. Il y a aussi Air France KLM, où il y a des données clients qui se baladent dans la nature. Il y a aussi les Five Guys, vous connaissez les burgers. Et bah voilà, pour vous donner un peu la patate cette semaine, il y a une petite fuite de données. Ok, on passe à la suite très rapidement. Est-ce que cette semaine, il y a eu des échanges de crypto-monnaies piratées? La réponse est oui. Un échange qui s'appelle 3, 3 commas. Voilà. Il faut qu'on regarde un truc. Il faut absolument qu'on regarde un truc. Attendez. Je reprends mon casque que j'ai subrepticement mis à charger. Il faut que je vous montre des données très confidentielles de Fortinet et de Sogeti. C'est capital. Absolument très important. Il faut que je vous montre.
Des données sensibles, VX Underground nous a dit qu'ils allaient publier des données sensibles. Est-ce que vous avez la musique qui s'est arrêtée? Voilà. J'arrête la musique, que du coup, VX Underground nous a dit, attention, on va publier des données sensibles de Fortinet. C'est des grosses feuilles, non? Non, 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 non. Alors, c'est vrai que Mine, j'ai pas répondu à ton commentaire. Ouais, désastreuse, c'est clair. C'est clair. Oui, et puis on s'est rendu compte aussi, on en parlait la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'en fait la cryptographie utilisée dans la gestion des coffres-forts de mots de passe de LastPass était pas si solide que ça. Donc en fait, une gestion désastreuse de A à Z. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, attention, image sensible. Attention, âme sensible, ça se tenir. Cette vidéo a fuité de Fortinet. On va regarder ce que c'est. Vidéo sensible. Fortinet to the enterprise. You know the hack is on. We're gonna Fortinet secure. Je sais pas si c'est la fois de regarder les 2 minutes 20 oh là là. Voilà, vous avez tous les bon, je sais pas si j'ai la déterre de regarder les 2 minutes de ce rap cringe sur le... Non mais attendez, on va continuer. Oh putain. J'ai pas regardé en entier, mais vraiment le playback sur le I'm a Firewall, ça me fume. We saw, we say, we scan, or should I say we saw, we scan, we say. They say Fortinet on fire and they no lie while you're slipping for... Bon, on va pas regarder tout. Je suis désolé. Ouais, je sais. Voilà. Donc, VX Underground a publié des données sensibles de Fortinet. Il s'agit de cette vidéo. Je sais pas si je saigne plus des yeux ou des oreilles. Ce genre de choses qui devraient rester pour le salut du monde, qui devraient rester privées. Tout sera... Voilà. Et alors, chose assez drôle, Newsoft, si vous connaissez un peu la communauté hacking francophone, vous devez le connaître, il nous dit, attention, en France, nous avons aussi Sogeti. Alors, je pense que la vidéo date de 2014, donc je pense qu'il n'y a pas forcément des gens... Oh non, la vidéo est devenue privée entre-temps. Attendez, est-ce que c'est le lien que j'avais noté? Non, c'est le lien que j'avais noté. La vidéo de Sogeti est privée. Quel dommage. Quel dommage, mes amis. Mais donc vous avez la même vidéo le même genre de vidéo de Sogeti. Voilà, si vous suivez un peu, en plus il y a eu pas mal de dramas autour de Sogeti, donc si vous suivez les dramas de la communauté de hacking francophone, Ace of Spades, etc., et ben vous avez aussi une belle vidéo de Sogeti, donc je pense que Newsoft a dû l'archiver. Logiquement. Mince. Oh, voilà. Oh, c'est tire à balles réelles. Bref. On a rien vu. Suite. Non, c'est triste. Système Blue est triste. Ouais, bon. Ça a été un grand moment, je suis sûr, de musique et de vidéo. Bon. Soit, voilà. Bon, la nouvelle du jour, donc, c'était que Sogeti, il y a la même chose. On va parler du drama, de l'autre drama de la semaine. Où suis-je? Hackers Without Border.
On va essayer d'avoir un avis nuancé. Je sais qu'il y a des gens dans le chat qui attendent peut-être qu'on passe à cette partie-là de la matinale. Ça devait être digne d'un des plus grands classiques. Ah, mais je pense qu'on rate quelque chose musicalement très puissant. Alors, je vais vous lire cet article. Cet article est intéressant parce qu'il prend le temps. Il y a beaucoup de... C'est pas la première fois qu'on critique cette association, ou même qu'on critique certains de ses fondateurs. Cet article, il prend le temps, et je le trouve assez bien écrit. Il est peut-être un peu verbeux, mais je le trouve très bien écrit. Alors attendez, pourquoi c'est 6 Januar? Pourquoi c'est en allemand? Ok, bon, soit. Et on va lire certains passages de l'article. Pour le contexte, Hackers sans frontières, également Hackers Without Borders en anglais, donc appelé HWB, est une organisation non gouvernementale fondée en 2022 par 4 cofondateurs. L'asso se présente comme une asso humanitaire internationale qui apporte une assistance d'urgence aux victimes de cyberattaques. À l'image de l'ONG Médecins sans frontières, dont l'une des vocations est d'apporter une assistance médicale neutre et impartiale en zone de guerre. Donc, Hackers sans frontières, alors là on voit qu'il y a un parti pris quand même dès le début de l'article, s'érige en défenseur des victimes du champ de bataille numérique, avec les mêmes ambitions d'éthique, de neutralité. Pourtant, l'ONG est loin d'être à la hauteur des ambitions éthiques qu'elle porte en étendard. Le propos de l'article, et je trouve que l'article est quand même assez étayé, et qu'il faut le prendre au sérieux. Il y a une cyberattaque qui a impacté la Croix-Rouge en janvier 2022 et qui a fait une divulgation de données à caractère personnel. Révoltés par cette attaque informatique impactant les plus démunis, les 4 cofondateurs, 4 ? Ils sont 4 ? J'en ai 3 en tête. Ont imaginé la création d'une force d'intervention capable de porter assistance à des ONG ou associations caritatives victimes de cyberattaques, celles-ci étant souvent peu armées pour faire face à de tels événements. Le manifeste de Hackers sans frontières sur le site internet exprime que Hackers sans frontières assure une cyberprotection, une assistance humanitaire aux ONG et aux victimes de conflits armés et d'autres situations de violence qui agit en réponse aux urgences. 3 missions essentielles: prévention des cyberattaques à travers la formation, l'identification de vulnérabilité, la neutralisation des infrastructures, des cyberattaquants à travers des actions légales ou des demandes de fermeture, et le soutien aux victimes de cyberattaques. Comment on peut... Où suis-je? Prévention de cyberattaque à travers formation, identification préventive de vulnérabilité. Est-ce que je peux genre surligner? Bon, non. Tout cela est très intéressant. Tout cela part d'une bonne intention. L'ONG explique s'appuyer sur des volontaires. Quelle est la structure de l'ONG? Quelle est la structure de l'ONG? Personnellement, quand j'ai vu le truc, je me suis méfié à bien des égards, mais en même temps, moi, c'était un peu pour ça que c'était un peu ça aussi ma vocation de hacker. Donc moi aussi, j'étais attiré par ces différents narratifs. Sauf que la structure, elle n'est pas très claire de l'assaut. Et en fait, ce sont des choses, tout ce dont on parle, sont des choses qui sont très politiques. Identifier des vulnérabilités, lorsqu'on parle de vulnérabilité sur un hôpital, c'est quelque chose qui est très politique. Et tout le monde ne le fait pas. Ça me fait penser à... récemment, j'ai vu des étudiants qui me cherchaient un projet étudiant, qui m'ont dit on veut faire de la sensibilisation auprès d'un hôpital. Et même certains qui nous ont dit on va faire un pen test à un hôpital. Sauf qu'un hôpital, c'est des données méga sensibles, c'est des systèmes méga critiques. Et donc tout ça, politiquement, est très encadré. C'est un OIV, ce sont des OIV, donc logiquement, vous devez passer la qualification PASI pour pouvoir faire un pentest. Point barre. Dans l'état de la législation française actuelle. Donc en fait, je veux bien qu'on fasse de l'identification de vulnérabilité à titre pro bono, mais il faut voir que qui
conserve le rapport? Qui écrit le rapport? Moi, même en tant que freelance, lorsque je fais un audit pour un client, je suis en mesure de lui offrir des garanties. Je dis, écoutez, même en tant que freelance, pas forcément, je ne fais pas forcément auditer par LSTI, mais je dis, écoutez, regardez, voilà, tout ce qui est dans le cloud, c'est tel cloud, c'est hébergé là, c'est chiffré, c'est fait de telle ou telle manière. Les disques durs sont chiffrés. Je lui offre des garanties sur le fait que ces données soient bien protégées, sur le fait que je les partage à personne, des garanties légales, et on est lié par un contrat. Et il me connaît. Là, le problème, c'est que si on ne connaît pas l'organisation de l'entreprise, si on ne sait même pas qui sont les volontaires, donc ils disent qu'il y en a 173 volontaires, si on ne sait pas qui sont volontaires de Hackers Sans Frontières, et ben, comment voulez-vous qu'une entreprise ou qu'une organisation dise nous, on est. Je réponds à ta question dans un instant, Funeral Police. Bienvenue d'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je te vois sur Twitch, sur le stream. Et oui, bienvenue. Comment voulez-vous qu'une entreprise, mettons une mairie au hasard, une mairie qui se fait pirater, il y a une association qui dit écoutez, je vous gère votre crise gratuitement. En fait, c'est-à-dire quoi gratuitement? Les hackers, est-ce qu'ils seront payés? Est-ce qu'ils sont bénévoles? Est-ce qu'ils seront payés? S'ils sont payés, d'où viennent les financements? Qui finance? S'ils sont bénévoles, quelle est leur structure? Qui est le responsable? Est-ce que ces hackers, est-ce qu'ils ont un casier vierge? Quelle est leur identité? Mais aussi, où est-ce qu'ils vont stocker les données? Est-ce qu'ils vont prendre les précautions nécessaires pour la gestion de ces données? Tout ça sont des trucs qui ne sont pas forcément clairs. Nouveau follower, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Et c'est vrai, comme je stream à la fois sur YouTube et sur Twitch, j'ai tendance à ne pas voir les follow. Donc, bienvenue à toi. Et alors pour répondre à ta question, parce que je prends l'exemple d'une mairie, effectivement, on a un statut spécial pour les hôpitaux, etc. Déjà, on a le statut européen, qui vient de la directive Nice, de OSE, il me semble. Et puis on a le statut d'OIV, pour opérateur d'importance vitale. Donc on trouve la même sémantique que les CRITIS. Et les opérateurs d'importance vitale, en gros, doivent être supervisés, audités, testés, en gros, gérés par l'ANSSI. Leur sécurité est gérée par l'ANSSI. Point barre. Tout ce qui est test d'intrusion, donc test pour identifier des vulnérabilités, ça doit être fait par l'ANSSI. Tout ce qui est supervision des événements de sécurité, des incidents de sécurité, ça doit être fait par l'ANSSI, etc. Et l'ANSSI, pour faire ça, s'appuie sur des entreprises privées. Donc il y a un label qui est exigeant, qui demande, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la qualification PASSI dans le chat, j'en ai vu au moins un sur YouTube. Mais donc PASSI, en fait, vous savez que si vous faites un audit PASSI, et ben, légalement, vous avez beaucoup de contraintes et qu'en plus, vous avez des contraintes de protection des données qui sont particulières. Et si vous n'avez pas la qualification décernée par l'ANSSI, je parle de PASSI, PRIS, PEDIS, etc., et ben vous ne touchez pas à un hôpital. Point barre. C'est tout. Donc PASSI, c'est pour l'audit, PEDIS, c'est pour la détection, PRIS, c'est pour la réponse à incident. Voilà. Donc je reviens sur l'article. Le problème avec Hackers Sans Frontières, le problème c'est que c'est pas transparent. Et c'est quelque chose que moi aussi j'ai constaté quand je me suis renseigné sur l'association, et même après parce que j'ai eu quand même quelques échanges avec l'association, et je suis effectivement frappé par la non-transparence de l'association. Il y a d'autres associations de cyber, par exemple, moi je suis membre du CEF6, le Cercle des femmes dans la cyber, qui vise à promouvoir la place des femmes dans la cyber. Ça va, le CEF6, c'est transparent, on sait qui est la présidente, on sait comment c'est organisé, il y a un Slack, tout le monde voit les messages de tout le monde, ça va, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est pareil pour tous les assos, je pense que le Clusif, le Césine, toutes ces assos de cyber, tout ça,
même des trucs pour les enfants, même Women for Cyber, qui est une autre asso pour la place des femmes dans la cyber. Tout ça, c'est transparent. Bref, je me perds. L'autre chose, c'est que, donc pas de mention légale. Et qu'en fait, ce que décrit l'auteur de l'article, et alors c'est vrai que je ne vais pas donner le contexte, mais le GE c'est une école, c'est l'école de guerre économique. Je ne suis pas sûr de qui a écrit l'article. Est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que c'est un professeur? Le problème, c'est que, effectivement, c'est un peu la. Il y a un narratif, quoi. Le hacker sans frontières, ça rappelle Médecins sans frontières. C'est clair que le but, c'est d'avoir cette image de chevalier blanc, et c'est ça que décrit l'article. Et c'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas être chevalier blanc et pas transparent. Parce que potentiellement, il peut y avoir des abus. On sait qu'il y a plein d'ONG sur lesquelles il y a eu des abus. Et c'est ce que rappelle l'article. Et je voulais prendre beaucoup plus de temps de la nuance, etc. Mais l'article rappelle que les deux récits, le récit du hacker à capuche et le récit du sauveur, du hacker sans frontières, du chevalier blanc, en fait, c'est un récit qui est alimenté par les 4 cofondateurs, et que dans les cofondateurs, ils ne font pas l'unanimité. Et que tout ça a été très très relayé, pardon. Pourquoi j'ai cliqué? Ah oui, LinkedIn, bah oui. Et donc on a... Alors, bon là, il y a le nom d'un des fondateurs qui est particulièrement ciblé. Je ne parlerai pas de son pseudo, pour une raison évidente. Ce fondateur est particulièrement ciblé par l'article. Parce que là, l'article, c'est une info que je n'avais pas, a un passé oh cet article a ce fondateur a un passé. De hacker qui a utilisé des skills de hacker. Voilà, le hacker est totalement anonyme. Ce fondateur a un passé de hacker et on a un bon hacker qui me corrige sur Twitch et qui a bien raison. Quand tu as un client qui est OIV, c'est ses SIV qu'il faut faire auditer par un PASI. C'est vrai, tout à fait. Par contre, dès qu'il a un incident de sécurité, pour pouvoir gérer son infrastructure de sécurité, il faut être P10. Et pour pouvoir intervenir, il faudra dans le futur, aujourd'hui je crois que c'est encore pas très mature, mais il faudra être complètement prise. Mais tu as tout à fait raison. C'est le SI... Ah, salut Vincent. Tu as tout à fait raison de me reprendre. C'est le SI d'importance vitale. Donc SIV, ça veut dire système d'importance vitale. Donc effectivement, et ça répond à ta question Funeral Police aussi. L'entreprise, comment dire, l'organisation a un statut particulier qui est OIV, opérateur d'importance vitale. Mais même au sein de l'entreprise, il y a certains systèmes qui sont d'importance vitale et d'autres qui ne le sont pas. Je reprends sur l'histoire de Hackers sans frontières parce que c'était c'était le truc un peu touchy du live. Et donc là, l'article nous dit, et ça je ne savais pas du tout, je n'ai pas de quoi fact-checker, l'article nous dit que ce fondateur est passé en prison. Et il conduit sa carrière professionnelle, etc. Et aujourd'hui, vous connaissez sans doute Florent Curtet, parce qu'il est intervenu sur des plateaux télé, il est intervenu dans divers journaux. Il est connu en tant que négociateur dans une crise de ransomware. Donc quand vous vous faites pirater, vous avez les attaquants vous demandent une rançon, et donc c'est intéressant de négocier pour voir si vous ne pouvez pas faire baisser cette rançon. L'idée c'est de vous faire passer pour quelque chose de beaucoup moins important que vous n'êtes. Dans l'idée, et donc Florent Curtet s'est fait connaître en tant que négociateur de rançon. Voilà. Et effectivement, je me souviens très bien de cet article, Florent Curtet, l'homme qui murmurait à l'oreille des gangs de ransomware. En juin 2022, pareil, un autre article. Voilà. Sauf que,
Euh, sauf que ce truc-là c'est une activité qui est assez polarisante. Funeral Police nous dit ça sent un peu le pompier pyromane. Bah ouais, en fait la question c'est si ton association n'est pas transparente, que tu as un passé judiciaire, un passé de hacking pour ton intérêt ou pour ton gain personnel, eh bien tout ça sent le... Il faut éviter de se mettre dans cette situation. Et la suite de l'article, c'est quelque chose qui pour le coup est connu, euh, c'est que... l'article est un peu verbeux. Hein, blablabla. Everest. Everest, groupe de hackers attaquants, rançon logiciel, négociation à l'aide de Florent Curtet. Et alors là, c'est un drama parce qu'en fait, euh, Florent Curtet est cité par le journal en ligne Le Mag-IT. Le Mag-IT, euh, dont le rédacteur en chef a beaucoup d'informations. Donc, on a un, un- un peu un clash entre deux personnalités cyber françaises, francophones. Et le Mag-IT nous dit que c'est le Florent Curtet qui a joué un rôle de négociation. Mais Everest a réagi, a dit non, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Et dit Florent Curtet a joué un double jeu pour son propre bénéfice. Voilà, c'est sur le site du groupe d'attaquants Everest. Dans la foulée, enquête, mise en examen. Et médiatisation de cette histoire à partir de Charlie Hebdo. Bon, bref, long story short, mise en examen de Florent Curtet. Donc en fait, Funeral Police qui a senti le truc, qui a dit oh là, attention à la position de pompier pyromane, eh bien c'est tout à fait ce qui est reproché à Florent Curtet. Voilà. C'est négociateur infiltré, donc avoir des intérêts dans les deux parties. Voilà les faits tels qu'ils sont relatés par cet article qui prend clairement un parti pris, parce que pour cet article, ça le dérange qu'on mette autant l'accent, et j'ai de nouveau plus de casque, et d'ailleurs je vais vous remettre un peu de musique, parce que sinon la dernière chose qu'on a écoutée c'est l'histoire de Fortinet. Rendez-vous compte. Donc, ce qui est reproché dans l'article, c'est cette rhétorique de chevalier blanc de « on va vous sauver », alors que un des fondateurs a quand même un passé avec à minima une mise en examen. Et en tout cas avec une certaine proximité avec le groupe Everest, en tout cas qui a suffi à faire en sorte que le groupe Everest l'a mentionné sur son site. Personnalité donc clivante. Voilà, personnalité qui a toujours été clivante. Je ne m'attache pas plus là-dessus. J'ai eu moi-même des échanges avec Florent. Et effectivement, je pense que, et lui-même, s'il se souvient, c'est pourquoi, effectivement, nos échanges sont terminés de manière tout à fait cordialement, mais ont commencé d'une manière assez surprenante. Donc voilà, je ne sais pas s'il est peut-être encore là, mais donc voilà, donc il sait pourquoi, effectivement, moi, j'ai été un peu étonné par la manière dont nos échanges ont commencé. Voilà. Donc, ces images, ces révélations entachent beaucoup l'image du hacker repenti qui œuvre pour le bien. Et je pense que le propos de cet article qui fait, je sais pas combien de mots, mais concrètement, The Toons dit bien vu, bonne neutralité, bonne approche du sujet. Yes. Cet article, concrètement, ce qui reproche à Hackers sans frontières, c'est que c'est pas transparent. Et en fait, vu les missions que se donne Hackers sans frontières, c'est importantissime d'avoir une transparence. Et en fait, au-delà de la technicité, au-delà du récit, il y a le récit du hacker. Mais il y a aussi l'éthique professionnelle du hacker. Et il y a, au-delà de la communauté hacker, du récit hacker, etc., en réalité, aujourd'hui, ceux qui sont hackers, ils sont auditeurs, ils sont analystes. C'est pas juste hacker, il y a des métiers derrière. Et en fait, ces métiers-là aussi, ils ont une éthique à avoir. Et en fait, si vous êtes auditeur, eh ben, vous devez avoir une éthique de l'auditeur qui est protection des données des clients, qui est transparence sur les moyens, sur les financements, tout ça. Et donc, c'est capital
que cette association ait une transparence, à minima une transparence à la hauteur et un récit. Et de ne pas mettre en avant ce truc chevalier blanc qui est à la hauteur des missions qu'elle se donne. Moi, je pense que l'intention est très louable, si c'est l'intention. Je pense que tout ça est très louable, mais je pense que les moyens mis pour ça ne sont pas du tout à la hauteur. Et typiquement, je regarde un organisme qui fait des choses assez similaires. Il y a des organismes qui œuvrent pour la sensibilisation, hein. Vous avez le groupe de travail du campus cyber, vous avez le CLUSIF, le CESIN, il y a plein d'associations qui œuvrent à la sensibilisation, par exemple. Pour tout ce qui est les tests et faire une réserve de gens qui sont prêts à intervenir en cas de problème, il y a la réserve cyber. Il y a plein d'organisations qui le font, et je pense que ces organisations ont à minima une transparence qui est bien plus importante que cette organisation. Et en fait, lorsqu'en plus on met en avant un récit, et c'est très important d'avoir cette transparence. Bon. J'ai pris beaucoup de... C'est salué par Zetoons, donc merci de me saluer. J'ai pris beaucoup de pincettes en abordant ce sujet. Mais moi, je partage tout à fait... Je vous invite à lire l'article. Il est intéressant. C'est un article d'opinion, mais qui a le mérite d'être très étayé factuellement. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec avec les points exprimés. Voilà. Le reste, c'est sûr, donc toujours ce fondateur Florent Curtet, etc. C'est d'autres choses qui lui sont reprochées, et donc ça valide le fait qu'il s'agit d'une personnalité qui n'est pas forcément qui est clivante dans le sujet de la cybersécurité. Voilà. La frénésie de la cybersécurité et la complexité intrinsèque du sujet. Ok, je termine là-dessus, c'était pour ça aussi que je voulais aborder ce sujet. Merci de ton avis, mais écoute, je t'en prie. Voilà mon analyse. Et qui est tout à fait, et cette analyse est honnêtement tout à fait renforcée par mon expérience aussi. J'ai eu dans les échanges avec Hackers Sans Frontières, moi ce qui m'a frappé, c'est que souvent je ne comprenais pas le but des échanges, je ne comprenais pas trop où ça allait. Lorsqu'il y a eu des débuts de mission de Hackers Sans Frontières, je ne voyais pas très bien quel était le dispositif, qu'est-ce qui était demandé, qu'est-ce qui était recherché auprès des bénévoles. Pour moi, tout ça n'était pas clair. La frénésie de la cybersécurité et la complexité intrinsèque du sujet, un terreau propice à l'imposture. Il est 10h06. Ça fait 1h30 qu'on est en live, mais je vais prendre encore 3 minutes pour lire ce bout d'article, parce que je pense que c'est très important. Alors que la cybersécurité est un enjeu décisif de survie des entreprises, ce sujet est souvent mal compris, mal appréhendé, le manque de ressources qualifiées est criant. Ce contexte s'avère favorable à la mystification du sujet. La cybersécurité est complexe, dans le sens où elle regroupe des sujets de tout. Et moi, c'est exactement quelque chose que je dis sur ma chaîne. Ce qui est passionnant avec la cybersécurité, c'est que ça touche à tout. Si vous voulez être un bon hacker, il faut être un bon développeur, un bon administrateur système, il faut pouvoir comprendre tous les sujets. Et la cyber, par définition, est full stack. C'est que le hacker, il va passer par là où il y a une faiblesse, et il s'en fiche de savoir si c'est votre spécialité ou pas. Le hacker, justement, il s'intéresse à toutes les spécialités, il va aller chercher celle qui est la plus fragile. Et le problème, c'est qu'en plus, il y a cette rhétorique du hacker. Et je suis à 100% d'avis, honnêtement, avec tout ce qui est écrit avec cet article. Le problème, c'est que on peut pas... La cybersécurité, c'est un sujet trop important pour être laissé au seul hacker. Mais si on ne le laisse pas au seul hacker, on le laisse à des gens qui n'ont pas forcément le bagage technique des hackers, ou à minima la curiosité. Et donc, on a un gros problème, on a un peu... jusqu'ici, on avait deux populations en cyber, on avait les hackers et les cadres. Les cadres ayant une compréhension moins technique du sujet, mais beaucoup plus opérationnelle, et les hackers étant parfois complètement dénués, déconnectés de la réalité du terrain, disant « Bon les gars, faites votre mise à jour ».
Alors qu'en fait, on parle de faire une mise à jour sur 2000 ordinateurs qui sont sur 5 continents, il y a 17 domaines, enfin bref, c'est complexe la cyber, c'est clair que c'est complexe. C'est pas juste technique, on n'a pas besoin, il faut pas que tout le monde soit technique. Il y a besoin de gens techniques, mais il y a besoin de gens avec d'autres compétences. C'est comme la défense. Pour organiser la défense, pour faire une guerre, vous avez besoin de militaires, mais vous avez aussi besoin de logistique, vous avez besoin de cuisiniers pour nourrir tout le monde, vous avez besoin de médecins pour soigner tout le monde. La cyber, c'est pareil. Il y a un front, il y a besoin de tout le monde sur le pont, et pas que des gens techniques. De même que pour mener une guerre, vous n'avez pas besoin que des gens avec un flingue ou des gens avec des gros biscottos. Il faut aussi des gens avec des gros cerveaux, des gens avec capables de guérir. Voilà. Et en fait, cette complexité, elle doit appeler à l'humilité. Et en gros, ce que dit l'article, c'est que c'est hyper médiatisé et c'est vulgarisé. Et en même temps, si vous mettez du marketing dans de la vulgarisation, et ben c'est là que les ennuis commencent. Les experts Covid-19, les experts géopolitiques, bah là, il y a des experts cybersécurité qui se succèdent dans les médias. Et il faut prendre du recul et il faut de la prudence. Donc, moi, personnellement, déjà, c'est difficile de ne pas se sentir visé par cet article qui parle de vulgarisation. Mais en même temps, je trouve que le cœur du sujet, c'est justement qu'on manque de vulgarisation et qu'on a un mauvais récit de la cyber. Et c'est tout le but de Pour Info, c'est tout le but de la chaîne. C'est d'arrêter de parler de cyber en mode hacker à capuche. Sur cette vidéo, si vous la regardez sur YouTube, je suis obligé de mettre un hacker à capuche sur la vignette pour que les gens cliquent. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse dans Pour Info, c'est de proposer, de parler d'Alice et Bob, de faire de raconter comment c'est notre quotidien. Il n'y a pas besoin d'être un hacker pour parler de cyber. Et pour autant, il faut être rigoureux. C'est un sujet scientifique. Moi, je ne me définis pas comme un influenceur. Je me définis comme un vulgarisateur. Et quand je vois les vulgarisateurs, par exemple, autour de moi, dans le cadre du collectif du Café des Sciences, c'est beaucoup des chercheurs. Et en fait, c'est hyper important d'avoir cette rigueur, de se dire, bah non, je vulgarise, mais je cite mes sources. Je fais quelque chose qui est quand même carré, quoi. Et donc, c'est très important parce que si on veut être carré, bah forcément, on est moins fun, on est moins... quand je regarde, par exemple, pour ne citer que lui, Micode, dans son traitement de certains sujets cyber, et ben Micode, il va mettre beaucoup l'accent sur le hacker à capuche, sur l'histoire incroyable, etc. Alors même que son travail, finalement, permet de vulgariser, donc sortir de l'idée du hacker à capuche. Mais en fait, il va accentuer beaucoup l'histoire, etc. Et donc, parfois au détriment de la rigueur. Et inversement, si on est juste rigoureux, eh ben, on n'est jamais connu. Je vois d'autres youtubeurs, quand je regarde l'ensemble des youtubeurs français, je pense que globalement, il y a un souci de rigueur, il y a un souci d'exactitude, mais c'est ça qui fait que c'est du temps qu'on ne met pas forcément à la forme, qu'on ne met pas forcément au storytelling. Et donc c'est pour ça que finalement, la scène YouTube de hacking n'est pas très développée. On est à 10 à tout casser, et quand je vois ceux qui sont les plus rigoureux, c'est pas forcément ceux qui marchent les mieux. Et je vois par exemple des gens très, très médiatiques, Rabin des Bois pour ne citer que lui. Rabin des Bois, c'est complètement ça, quoi. Il va se faire inviter sur Touche pas à mon poste, et agiter l'image du hacker à capuche. Donc on est tout à fait d'accord qu'en fait il y a un enjeu à prendre la parole en étant légitime. En même temps, si seuls les gens légitimes prennent la parole, bah, personne ne va prendre la parole. Enfin, personne va prendre la parole. La cyber est un monde tellement... tout est à connaître. Donc moi, je prends la parole, mais en fait, je suis loin de tout connaître. J'ai une petite expérience, mais en même temps, voilà, une toute petite expérience par rapport à des gens qui sont des experts. En fait, ces experts, ils n'ont pas le temps non plus de prendre le temps de vulgariser, d'expliquer, etc. Donc, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est pour ça que moi, ma passion, mon but dans Pour Info, c'est de changer la manière qu'on a de parler. C'est le sujet de ma prochaine vidéo. On va arrêter la matinale ici, peut-être faire une petite méditation. Non, il est 10h12, vous avez eu le temps d'être stressé, là, c'est bon, pas de méditation. Est-ce qu'on a encore du monde qui nous regarde? Ouais. Donc ouais, le but, je vais essayer de faire une vidéo cette semaine pour donner une petite update personnelle et pour recentrer, et moi mon propos c'est que je veux recentrer les vidéos de Pour Info sur la transformation du récit. Je veux qu'on parle de la cyber comme un truc qui concerne tout le monde. Vous et moi, on n'est pas forcément médecins.
La dernière fois que j'ai pris cet exemple, c'était avec un pote qui était médecin. Merde, ça marchait pas. Donc, on n'est pas forcément médecin, mais on sait que la médecine, on sait que si on a mal à la tête, il faut prendre un Doliprane. Voilà. Je trouve qu'on est loin de ce niveau-là en cyber, donc c'est tout le but de Point Info. Donc restez connectés à Point Info. Les prochaines vidéos, il y aura un YouTube Short toutes les semaines, un TikTok toutes les semaines, mais les prochaines vidéos de Point Info, ça devrait être des vidéos très travaillées, justement. On essaie de réinventer un peu le récit de la cyber visuellement. J'essaie de travailler beaucoup à l'aspect visuel. J'ai envie que la prochaine vidéo, vous la regardez, vous dites waouh, la claque quoi. Et du coup, de se mettre un peu, j'ai envie de réussir à forger un peu un paysage cyber en France où on a aussi un univers visuel. Donc voilà, l'article se termine par l'apport de valeur intrinsèque de l'ONG. Pour moi, cette ONG, elle aura un minimum l'intérêt justement de mettre sur la table le problème dans le récit du hacker à capuche et dans le récit du chevalier blanc. Voilà. Moi, c'est plein de questions que je me suis posées en faisant ma chaîne. Il y a des vidéos où je dis je suis hacker professionnel, il y a des vidéos où je dis que je suis auditeur. En même temps, hacker professionnel, c'est un peu, j'aime pas le terme de hacker, mais en même temps, c'est ça qui fait vendre. En même temps, les gens connaissent pas forcément le terme de pentester ou d'auditeur, etc. Et il critique le fait que les retombées d'image sont une source indirecte de revenus pour les cofondateurs. Tout à fait. Dans le monde de la cyber, la confiance est capitale, et donc votre capital confiance est une source de business. Et il faut bien garder ça en tête. Et donc vous avez on a parlé ici, honnêtement, l'article se concentre un peu sur un seul des fondateurs de l'association, mais il y a d'autres fondateurs, je pense, dont on aurait pu parler, qui ont été très médiatisés, et au risque parfois de médiatiser des sujets qui sont sensibles pour leurs clients, des données clients qui n'auraient peut-être pas dû fuiter, etc. Donc voilà, donc beaucoup de choses polémiques autour de cette association, que mon récit, que je ne peux que confirmer dans le cadre de mon expérience personnelle. Voilà, je termine sur ce sujet, il est 10h15, ça fait 1h45 que nous sommes en matinale. Je vous propose qu'on termine pas forcément sur la matinale, sur la méditation, je veux dire. J'avais un article intéressant sur le Prototype Pollution, qui est une attaque en JavaScript. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans les liens. Je voulais vous proposer de lire l'article. L'article en soi, les résultats ne sont pas fracassants, mais l'article a une démarche intéressante, et c'est intéressant de se dire, chacun à notre mesure, on peut aller regarder, tiens, est-ce qu'en Python on peut faire cette attaque et c'est très intéressant de voir la démarche de l'auteur, et il arrive quand même à faire des choses intéressantes. L'attaque en elle-même existe, est faisable, mais elle est super particulière. Il faut que vraiment il y ait un alignement des étoiles pour pouvoir la mettre en place vraiment dans la vraie vie, quoi. Il y avait une analyse aussi, du coup on n'a pas eu le temps de le lire, je suis désolé pour Blaskin qui m'a envoyé le message sur Discord, une analyse de la PT Fin7 qui a des liens avec les différents groupes de ransomware. Je voulais terminer par la méditation, mais on la fera une autre semaine, parce que là j'ai même plus de... Moi j'aurais pas la méditation dans les oreilles, donc bon. Il est 10h17, on va rendre l'antenne. Je vous souhaite à tous une excellente journée, j'espère que cette matinale... Alors voilà, Sizik, voilà, c'est un peu le, comment dire, dans le fond, mon message est d'accord sur le fait que ce sont des gens qui sont assez clivants dans la communauté. Dans la forme, moi je suis pour la bienveillance. Je n'utiliserai pas ce genre de terme à l'antenne publiquement. Voilà. Mais tu es libre de tes propos.
Ce que je vous propose, c'est que tous ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite une excellente journée. Mais dans l'idée, Sizik, dans l'idée, ça se rapproche avec effectivement mon propos que j'essayais de dire d'une manière bien plus nuancée que tout de même. Calmons-nous. Calmons-nous. Bienveillance. Bienveillance, ça veut dire, au-delà de pas forcément le dire, ça veut dire aussi laisser à ces personnes la possibilité d'évoluer. Voilà. Bref. J'ai d'autres infos pour la semaine, pour le week-end prochain. Let's go. Moi, je prends, je partage. N'hésitez pas à venir échanger sur le Discord, comme le fait Blaskin. On va saluer YouTube et vous souhaiter à tous une excellente journée. Twitch, je vais essayer de vous trouver un petit raid, parce que là, il est plus tard que d'habitude, donc il y a peut-être moyen de trouver un petit raid. En tout cas, les titres. Vous savez quoi, on va faire un petit rappel des titres. Petit rappel des titres. On a parlé de Hackers sans frontières. Attendez. Oh. Pourquoi ça marche pas? Oh. On a parlé de RSA. Est-ce que RSA est cassé? Non. Mais ça va arriver. 390 millions d'euros d'amende pour Meta par la CNIL irlandaise, mais un bras de fer entre la CNIL irlandaise et la CNIL des CNIL européennes. Fuite du code source de Slack, potentiellement, ça va être impactant pour des entreprises qui utilisent Slack. Il s'agit souvent d'entreprises tournées vers le numérique. Et Vincent Strubel, nouveau président de l'ANSSI, et Hackers sans frontières, on vient d'en parler assez copieusement. Voilà. YouTube, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que cette journée va être très cool pour vous. Et on vous salue. Je vous salue aussi Twitch. Mais Twitch, on va aller faire un petit raid. Voilà. Bonne journée à tous. Je vais mettre...